Bonjour chers étudiants, voilà, donc je suis professeur Jabel Chafei de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Stade, l'université Hassan Ier de Stade. Aujourd'hui on va essayer de reprendre donc une des parties les plus importantes du droit international, à savoir la régulation des relations conflictuelles, relations internationales conflictuelles. Souvent, on préfère utiliser l'expression de règlement pacifique des différends, mais en tout cas, l'appellation garderait donc une importance, en tout cas, parmi les différents chapitres que j'ai essayé de présenter. Je vais donc, sans prétendre à l'exhaustivité, de revoir avec vous presque deux aspects. D'abord, on va essayer de présenter les catégories de différends entre les États, et puis on va reprendre un petit peu les modalités de solution pacifique de règlement des différends. Si j'aurai le temps, je reviendrai plus ou moins sur le droit des relations conflictuelles. Ça va me permettre un petit peu de vous ramener vers ce que fait en quelque sorte beaucoup plus l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité au niveau de la pratique. Alors, d'abord, le concept de différend. On entend donc par différend un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou parfois même d'intérêt qui peut opposer donc les personnes ou les États. D'ailleurs, c'est une définition qui a été reprise notamment par la CPGI, la Cour permanente de justice internationale, depuis 1924. Le seul problème qui s'oppose à ce niveau-là, c'est que certains juristes ont tiré déjà la conclusion selon laquelle il y aurait diverses catégories de différends, susceptibles en fait d'opposer les États sur la scène internationale. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord de présenter, si vous voulez, ces catégories de différends. On va donc nous focaliser un petit peu sur tout le travail qui a été fait au niveau de la Charte des Nations Unies et regarder que déjà, il distingue en fait entre deux différends. Donc les différends de nature juridique et les différends qui ont une portée politique. Différend, ça s'écrit avec un DS, parce que au lieu de parler de guerre, de litige, de contentieux, on a préféré donc utiliser le terme différend, comme le reprend d'ailleurs la Charte des Nations Unies. Alors dans le premier cas, lorsqu'on évoque la nature juridique ou le différend de nature juridique, les parties au litige seraient en désaccord, et c'est ça l'essentiel, sur l'application ou l'interprétation du droit existant. Alors que dans le second cas, vous avez en quelque sorte une remise en cause justement du droit qui opposerait les parties. C'est ainsi que souvent les parties ne contestent nullement l'existence d'une règle de droit. Bien, quels sont donc les modes de solution pacifique des règlements des différends? Alors généralement la Charte des Nations Unies reprend donc ces différentes modalités tout en les classant selon un type classique, n'est-ce pas? Et puis selon d'autres qui ont pris un caractère récent, surtout dans la mesure où ils vont essayer généralement de procéder à un perfectionnement des techniques qui ont été donc utilisées jusqu'à maintenant. En ce qui concerne les procédés de caractère classique, vous avez donc d'abord les pourparlers et la négociation. Il s'agit tout simplement d'un recours aux moyens diplomatiques traditionnels, ce qui revient à dire qu'il va engager des négociations ou des pourparlers. Et là, la négociation nécessite en quelque sorte l'application du principe de la bonne foi. Parce que dans tous les cas, il nous est possible d'asseoir à table les parties belligérants, mais ça suppose au moins qu'ils sont bien conscients d'une bonne foi qui fait un principe fondamental du droit international. Regardez que l'intervention, deuxième élément, c'est l'intervention d'un tierce. C'est la médiation ou les bons offices. L'intervention d'un tierce est souvent souhaitable lorsque les démarches directes achoppent beaucoup plus que les négociations soient bloquées. Et celle-ci a pour objectif surtout la persuasion en vue donc d'amener les parties justement à un différend et surtout donc de trouver un terrain d'entente. Les bons offices, c'est le négociateur en quelque sorte va jouer un rôle presque impersonnel en proposant
des bases de négociation, c'est-à-dire qu'elle est donc un simple intermédiaire ou sans plus. Je me rappelle en fait des cas éloquents, surtout avec feu Sa Majesté Hassan II, notamment entre la Belgique et l'Italie à l'époque. Il s'agit donc des bons offices qui ont été utilisés à l'époque. Par contre, dans le cas de la médiation, le tierce personne intervient, va suggérer les bases d'un accord et demeure plus active dans le processus afin donc de proposer, si vous voulez, aux parties, entre guillemets, le règlement des solutions donc de fond. Dans ce cas, on va prévoir ce qui était ramené vers, avec l'évolution du droit international. Et on a évoqué ce qu'on a appelé les procédés de caractère récent. Alors là, on fait appel particulièrement à l'enquête et à la conciliation. Rien n'empêche à ce que des commissions peuvent être créées dans ce sens-là et peuvent donc venir en aide pour s'enquêter sur la nature donc des problèmes qui opposent les États. Qu'est-ce qu'on entend en fait par en enquête? Il est prévu d'abord par différentes conventions internationales. Je citerai le cas de la Convention de La Haye de 1988, la Convention aussi de La Haye de 1907. Donc ces différentes conventions ont pu prévoir les mécanismes de travail, notamment au niveau de l'enquête. Il existe plusieurs types de commissions d'enquête. Vous avez ce qu'on appelle une commission spéciale, une commission permanente, et là les exemples sont éloquents. Vous avez donc le traité de Bryan ou la commission spéciale qui a été créée notamment depuis 1903 dans le rapport entre les États américains. Quel est l'organe chargé justement de cette enquête, ou même au niveau de la conciliation? Alors celui-ci peut être permanent, parfois occasionnel. Il est composé donc le plus souvent d'un nombre impair de personnalités, choisies donc à titre privé. Il y a une procédure à suivre devant l'organe. Elle annonce d'abord quelquefois celle de l'arbitrage. Ça rappelle un petit peu les dispositions de l'arbitrage, notamment dans la mesure où l'enquête et la conciliation peuvent être prévues par un traité qui oblige les États à y recourir. C'est un travail de base par lequel on doit donc amener ce genre donc de consultation. Et puis, vous avez les résultats de la procédure. Alors, les résultats sont généralement différents de la procédure arbitrale. D'abord, les commissions d'enquête ou de la conciliation vont le plus souvent établir des rapports sans caractère obligatoire. Voilà ce que j'appelle donc les procédés politiques. Qu'en est-il des procédés juridictionnels du règlement des différends? D'abord, par procédé juridictionnel, on entend justement le recours par les parties à des juges de leur choix ou à un organe institué en vue justement d'un règlement des litiges qui les opposent sur la base du droit. Alors ici, ça va nous conduire en fait à une solution imposée aux États, aux litiges, et après avoir donc consenti au préalable, n'est-ce pas, et accepté même la décision. Deux éléments à retenir en ce qui concerne ce procédé. Vous avez un, ce qu'on appelle l'arbitrage, et deux, le recours à une juridiction internationale. Je vais essayer de résumer un petit peu quelques éléments sur l'arbitrage. C'est déjà une ancienne méthode connue donc depuis X temps. C'est un recours qui découle des consentements des parties et qui peut résulter d'un accord spécial par lequel les États se mettent en fait un litige à l'arbitrage ou carrément d'un engagement pris à l'avance de recourir à l'arbitrage pour des litiges éventuels. Et si tout simplement les États peuvent s'exprimer au moins de trois façons. Par compromis, tout simplement un accord par lequel les parties à un différend déjà né consentent à le soumettre à l'arbitrage. Le compromis généralement détermine le litige, désigne même l'organe arbitral et même son pouvoir, ou par la clause compromissoire. C'est une clause qui figure dans un traité et par laquelle, bien sûr, les parties normalement s'engagent à se mettre à l'arbitrage, les différends et éventuellement relatifs à l'interprétation ou à l'application de ce traité. La clause peut être spéciale au général, c'est la troisième disposition.
Qu'en est-il alors de l'organe de l'arbitrage? Vous avez donc, là sans peut-être revenir sur les détails, un arbitre unique, n'est-ce pas? Une commission mixte et enfin le tribunal collégial, donc c'est-à-dire déjà la Cour permanente d'arbitrage avait établi par la Convention de La Haye de 1899, révisée d'ailleurs en 1907, un mécanisme tendant à faciliter la constitution donc d'une juridiction du genre. Quelle est la procédure à suivre en ce qui concerne l'arbitrage? Il se détermine conformément au compromis, mis donc en cas de silence. L'arbitre fait appel justement aux règles énoncées par la Convention générale pertinente. Toutefois, il reste que l'arbitrage garde tout de même une certaine particularité par rapport aux autres juridictions au niveau de 3 formules: la publicité des débats et des délibérations, la procédure par défaut, n'est-ce pas, et par le principe qu'on appelle la pratique de l'estoppel. Enfin, c'est tout le fruit qui doit se faire, c'est la sentence. Quelle est la forme de sentence? Elle est d'abord rédigée en la forme juridique avec un certain nombre de motifs longuement développés et argumentés depuis presque la Convention de La Haye de 1907. Elle a été adoptée à la majorité des arbitres et elle est lue en séance publique. Là, je fais appel justement à la Convention 80, justement, de cette fameuse Convention. Quels sont donc les effets? Alors, les effets de cette sentence, une fois rendue, il devient donc définitif et même obligatoire pour donc les parties en litige. Il possède, et c'est ça l'essentiel, l'autorité de la chose jugée. Les voies de recours, bien sûr, rien n'empêche à ce que les États peuvent donc utiliser cette technique en leur faveur. C'est un caractère définitif, justement, qui n'exclut pas l'existence des voies de recours. Cet exercice-là du recours rencontre certains obstacles, il faut quand même le dire. Vous avez le recours en interprétation, il est souvent possible devant le tribunal arbitral qu'il a rendu, que cette procédure fait donc appliquer surtout, c'est un exemple parmi d'autres, en tout cas de l'affaire de la mère d'Héroise, qui a été déjà précitée, et tout l'objectif faisait que, oui, les parties voulaient donc recourir juste pour interpréter la décision qui a été donc rendue par, justement, l'arbitrage. Le recours en révision. Alors là, le recours est possible si le compromis le prévoit, mais ce n'est pas toujours recevable que si la partie qui introduit la requête l'invoque, n'est-ce pas? Et vous avez le recours en appel. On parle souvent d'un recours en appel, d'un recours en annulation, un recours plutôt en réformation. C'est un recours exceptionnel, puisqu'il paraît contradictoire qu'une décision parfois arbitrale, même définitive et obligatoire, soit susceptible tout simplement à l'appel. Donc il existe presque 3 causes de nullité d'une sentence. Vous avez la nullité de compromis arbitral, vous avez fondement de la sentence, vous avez l'excès de pouvoir de l'arbitre et enfin la corruption de l'arbitre. Et souvent le juge peut statuer donc en ultra petita. L'arbitrage, qui demeure donc une ancienne pratique, c'est vrai, la charte a pu ramener en tout cas justement à cette technique l'essentiel, à savoir le recours à une juridiction internationale. Alors quand on utilise l'expression, c'est souvent le recours à la Cour internationale de justice. Regardez que le règlement judiciaire se distingue ici de l'arbitrage par l'existence déjà d'un tribunal préétabli, de caractère permanent, et dont la composition ne dépend pas du choix des États en litige. C'est-à-dire la Cour impose par son fonctionnement, ses techniques, etc. Déjà l'article 33 de la Charte des Nations Unies unimère. À côté de l'arbitrage, vous avez le recours à une juridiction internationale. Alors comment il organisait cette Cour-là? Vous avez brièvement 15 magistrats indépendants, reconnus donc pour leur, je dirais,
indépendance, élu selon une procédure complexe par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies. Concernant son fonctionnement interne, la Cour reste bien sûr maîtresse de ses conditions de son fonctionnement. Alors elle élabore elle-même son propre règlement qui n'a presque changé depuis 1929. Et bon, en tout cas, il y avait des textes qui ont été repris en 1972, en 1970, qui voulaient donc apporter des nouveaux ajustements au fonctionnement de cette Cour. Concernant les parties au litige, c'est par conséquent ce statut qui règle définitivement le problème des parties qui sont habilitées à agir devant la Cour, en vue justement de régler un différend, et c'est ce qu'on appelle la compétence ration persona de la Cour, qui est déterminée d'ailleurs par son chapitre 2 du statut justement donc de la Cour. Toutefois, 3 formations camérales peuvent être envisagées au niveau donc de la Cour. D'abord, une chambre ou la chambre de procédure sommaire, 5 juges, une chambre formée de 3 juges pour que la Cour peut permettre en place pour justement connaître de certaines catégories d'affaires, et enfin toute chambre que peut, au titre de l'article 26, notamment de la charte, constituée pour juger justement une affaire déterminée. Quelle est donc la compétence de la Cour de justice? La Cour donc a une double compétence. Vous avez donc une compétence contentieuse. Le consentement ici est donné par voie de compromis. Il n'appartient pas bien sûr aux parties de régler la composition de l'organe, ni de fixer le droit applicable. Tout simplement, l'accord se borne en fait à indiquer le litige et formuler même la question, si vous voulez, à se mettre justement à la Cour. Est-ce qu'il y a moyen d'émettre des réserves? Oui. Ils peuvent concerner d'abord la date du litige. Regardez que sont exclus presque les litiges antérieurs à la date de la déclaration. Ils peuvent concerner l'objet du déférent, en ce sens que seront exclus de la compétence justement de la Cour ce qui relève de la compétence nationale de l'État. L'arrêt de la Cour. Donc généralement, vous avez 2 formules. Les arrêts de la Cour comportent la même structure que les sentences arbitrales. Ici, selon le vote effectué justement par les juges, ces derniers peuvent donc joindre à l'arrêt une opinion individuelle, surtout lorsque le juge a voté donc en faveur de l'arrêt ou une opinion décidante. Alors cette pratique a le défaut de mettre en cause le secret donc du vote du juge et atténuer l'autorité normalement de la décision juridictionnelle. Les décisions de la Cour. Alors généralement, les décisions de la Cour peuvent donc intervenir après le déroulement de l'instance. La Cour, bien sûr, rendra des arrêts et ce qu'on appelle les avis consultatifs. Les arrêts sont pris au terme d'une procédure contentieuse, n'est-ce pas, qui ont la force obligatoire et même une valeur définitive, alors que les avis sont donc rendus en matière consultative et non pas donc, comme c'est le cas pour l'arrêt, une véritable force obligatoire. Je vais vous ramener en quelque sorte vers un deuxième aspect, puisqu'on a essayé un petit peu de nous focaliser sur les différentes procédures que généralement la charte essaie donc de prévoir comme mécanisme de travail, et ainsi d'ailleurs le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale de l'utiliser. Ce sont donc des procédures à caractère diplomatique qui peuvent, si c'est possible, d'asseoir à table les belligérants pour au moins trouver donc une entente au niveau justement donc d'un conflit supposé. Le droit des relations conflictuelles. Alors regardez déjà le recours à la force était considéré comme un monopole de l'État. Il a été longtemps le procédé traditionnel de règlement des différends. Donc, en effet, les droits et les obligations
que le droit international a assigné aux États concernant l'emploi de la force s'est profondément transformé presque dans l'espace de 80 et plus d'années. Et par conséquent, les obligations juridiques de lutter notamment pour la paix demeurent plus influencées et se sont donc développées à travers l'histoire. La guerre ne constitue pas, au plus à l'heure actuelle, un moyen, je dirais, de contrainte licite, du fait que l'histoire révèle donc une armada juridique, bien sûr, qui est mise à notre disposition. Alors, à ce niveau-là, il faut rappeler que le contexte de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale nous a permis en quelque sorte de rectifier et de voir un certain nombre de dispositions. D'ailleurs, on s'est arrêté sur le phénomène de la limitation des recours à la force. Il y a presque deux principes. Il y a la consécration du principe de l'interdiction de l'emploi de la force. Déjà, le droit international classique n'a jamais cherché à restreindre l'usage de la guerre. La polémique entre guerre juste et guerre injuste, cherchée depuis presque pendant 15 siècles, apporte aux États le droit de faire, si vous voulez, de la guerre ou de s'abstenir furent presque abandonnés. Et déjà, l'avènement des deux guerres mondiales ont entraîné des changements décisifs du droit, relatif surtout au recours à la guerre. En dehors des dispositions du traité de Versailles, qui ne fut pas d'ailleurs formellement prohibé par le pacte de la SDN, Société des Nations Unies, ou même la charte de l'ONU, avec un petit changement quand même au niveau de la charte des Nations Unies, ils vont donc apporter un certain nombre de modifications qui vont enrichir en quelque sorte l'arsenal juridique international en la question. Alors cependant, le principe en fait de l'interdiction de la force allait changer de contenu depuis presque la création de la Société des Nations, pour consacrer progressivement l'idée d'une guerre illicite qu'il faut donc interdire, pourquoi pas formellement. Nous sommes passés presque par trois étapes, par trois grands textes assez importants. Je fais allusion d'abord de la convention Dragon-Porter, cette convention de La Haye de 1907 qui a réagi plutôt contre l'utilisation abusive des représailles armées et interdit même le recouvrement armé. Alors regardez que cette convention dite Dragon-Porter, intitulée officiellement Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles, dont la portée reste très limitée, mais qui explique quand même un contexte particulier. Nous sommes donc à la veille déjà de la Première Guerre mondiale. Puis il y avait tout un effort qui a été forgé juste après la fin de la Première Guerre mondiale, à partir de 1919, avec la création notamment de la Société des Nations, la SDN. Ce pacte a été presque le premier instrument du droit positif, qui va limiter donc le recours, si vous voulez, à la guerre. Il a été cité à un moment décisif, c'est vrai, de l'histoire de l'humanité, vu l'ampleur qu'avait causé en quelque sorte la Première Guerre mondiale. Et tout ce qu'on a pu souligner, c'était presque l'extension de la portée de la guerre vers une guerre mondiale, une guerre totale, etc. L'idée de s'abstenir en fait des recours à une guerre est presque rejetée par les États. Alors dans le pacte de la SDN, ils ont donc seulement accepté une amputation de leurs compétences traditionnelles de la guerre. Le reste des éléments vise à consacrer le lien étroit, établi surtout entre interdiction de recours à la force, là je fais allusion particulièrement à l'article 2, paragraphe 4, et l'obligation de régler pacifiquement, et c'est ça le plus important, les différends internationaux conformément justement à cet article. Puis vous avez le pacte Briand-Kellogg,
C'est à la suite justement du pacte de la SDN, différentes tentatives ont été faites pour combler les lacunes qu'il comportait. Je cite ici les traités Le Carnot, qui comportait des engagements réciproques de non-agression entre l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Italie, et considère l'agression déjà comme un crime international. Pour pallier en fait à l'absence des États-Unis et de l'Union république sociale soviétique de l'époque bien sûr, au sein de la SDN, et surtout essayer de réintroduire en fait ces deux pays dans le système de la sécurité collective, Aristide Briand va proposer vers 1927 à Frank Kellogg un pacte bilatéral par lequel deux pays donc s'engageraient justement à renforcer donc la guerre. Et de là, on va parler justement de ce qu'on va appeler le pacte Briand-Kellogg. Vient alors la Charte des Nations Unies. Nous sommes donc dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1942, on a déjà commencé à élaborer donc cette charte. Quand on reprend beaucoup plus l'article 2, paragraphe 4 de la charte, regardez que la Charte des Nations Unies constitue en quelque sorte une armada d'un cadre juridique à l'intérieur duquel est réglementé le droit d'un État de recourir à la force. Le souci et la volonté des États membres de l'ONU, je cite ici, de préserver les générations futures du fléau de la guerre, était presque l'objet d'un acte ou d'une action visant non seulement à restreindre la guerre au sens propre du terme, mais aussi à interdire toute menace ou tout emploi de la force. On a dépassé donc cette obsession d'accorder aux États d'une manière ou d'une autre un droit à une interdiction plus ou moins assez sérieuse. Et par conséquent là, l'un des buts assignés donc à l'Organisation des Nations Unies demeure énuméré par l'article 2 de la Charte, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Déjà les États, même non membres, se voient aussi interdire le recours à la menace ou l'emploi de la force. Deuxième élément, les compétences des conseils de sécurité. Et c'est vrai, j'ai essayé un petit peu de résumer, parce qu'en tout cas, l'article 2, paragraphe 3 au 4 de la Charte, me met un petit peu bien à l'aise pour discuter davantage tout l'effort, tout le travail dispensé justement à cet organe. Reste donc le travail que fait en fait le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a la responsabilité d'ailleurs du maintien de la paix. C'est déjà l'article 24 de la Charte. Les dispositions justement de cet article accordent au Conseil de sécurité presque un pouvoir de décision, de maintien de manière particulière, c'est-à-dire deux rôles. Vous avez un pouvoir discrétionnaire exercé en fait à des fins disciplinaires. On va essayer d'énumérer un petit peu les articles. Et puis, pourquoi pas, une intervention je dirais, utilisé à des fins coercitives. Donc, déjà, je résume en quelque sorte tout l'accord ou tout l'intérêt accordé au chapitre 667. Le chapitre 667, en reprenant un petit peu les dispositions, vous allez voir que l'article 39, qui consiste en fait à l'idée ou du moins à la constatation, s'il y a oui ou non un conflit. Parfois il nous mène vers l'article 33, parfois il fait le travail d'ensemble, et il nous met un petit peu dans l'ambiance des chapitres 7. Le chapitre 7, il faut le rappeler, doit être pris dans sa totalité, ce qui explique qu'il reflète une action collective qui vise plutôt à protéger beaucoup plus la sécurité collective. Alors on reprend quelques dispositions brièvement. Vous avez l'article 39 qui s'occupe de la qualification. C'est oui ou non, il y a un conflit, il y a guerre, il y a une opposition entre les parties.
Ce qui nous mène vers d'autres dispositions bien mentionnées d'ailleurs dans l'article 40, on parle de ce qu'on appelle les mesures provisoires, ou définitives lorsqu'il s'agit de l'article 41 et l'article 2, et puis les instruments utilisés pour ces mesures, c'est l'article 43 à 45, ou carrément leur gestion, c'est l'article 46 à 49. Et enfin, les atténuations plutôt que accorde l'article 50, c'est l'exception de la légitime défense. En tout cas, l'article 51 forme plus le tout. Ce qui est important en ce qui concerne le chapitre 6 et 7, ça a été dit, le chapitre 7, il faut le prendre peut-être dans sa totalité. Moi, je crois que la guerre du Golfe a été presque un exemple éloquent de l'application justement des dispositions, peut-être pour la première fois, notamment en ce qui concerne le phénomène de l'agression. Pour la première fois, un État a envahi un État indépendant et souverain, et c'est vrai, le Conseil de sécurité avait trouvé donc toutes les justificatifs possibles pour rendre ces dispositions donc plus valables. Voilà ce que je peux dire en résumé sur cette bonne partie, le règlement pacifique des différends, et merci de votre attention.